Bonsoir, bienvenue dans cette émission spéciale Ukraine sur France Info, toute la soirée de 20h à 23h, car à émission spéciale interview exceptionnelle, Léa Salamé est à Kiev et elle a interviewé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, interview que nous codiffuserons avec le 20h de France 2. On retrouvera justement Léa dans quelques instants à Kiev qui nous racontera les coulisses de cette interview et l'état d'esprit du président ukrainien après 4 ans de guerre. On va décrypter tout cela avec nos grands reporters sur le plateau, nos analystes, nos correspondants sur le terrain, en Ukraine bien sûr, mais aussi en Russie. Et puis nous aurons 2 autres invités exceptionnels pour cette soirée ukrainienne. D'abord la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo, qu'on interrogera sur l'engagement de la France et la construction lente, mais qui a l'air continue d'une Europe de la défense. Et puis, en direct d'Ukraine, Alona Shkroum, ministre ukrainienne déléguée auprès du ministre de l'Énergie. Elle nous racontera cet hiver si rigoureux pour les populations civiles notamment, mais qui continuent à résister. Et puis on ira aussi, comme tous les soirs, sur notre terrain américain, en s'interrogeant ce soir, bien sûr, sur les relations entre Donald Trump et Vladimir Poutine. On va donc en parler, décrypter tout cela sur notre plateau. Dans un premier temps, avec vous, Dorothée Olyric. Bonsoir. Bonsoir, Loïc. Vous êtes grand reporter à France Télévisions, visage bien connu de nos téléspectateurs. Vous avez été à de très nombreuses reprises en Ukraine. Vous avez aussi interviewé et co-interviewé le président Zelensky. Vous nous raconterez justement, vous aussi, les coulisses de ce type d'interview. Vera Grandseva, bonsoir. Vous êtes politologue russe et enseignante à Sciences Po. Vous avez écrit « Les Russes veulent-ils la guerre ?» Un essai d'une Russe en temps de guerre aux éditions du CERF. Thomas Friand, bonsoir. Directeur exécutif de l'Institut géopolitique et business de l'ESSEC, président fondateur de l'Institut Open Diplomacy. Et puis évidemment, nous serons rejoints par notre chroniqueur militaire, ancien officier Guillaume Ancel, auteur des Petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre, aux éditions Autrement, et du blog Ne pas subir. Alors tout de suite, on va démarrer cette édition spéciale. On prend la direction de Kiev et on vous retrouve justement, Léa Salamé. Vous venez de réaliser cette interview qui a donc été enregistrée, qu'on va codiffuser dans quelques minutes avec le 20h de France 2. Léa, comment s'est déroulée cette interview? Les coulisses, comment avez-vous senti l'état d'esprit du président ukrainien après 4 ans de guerre? On vient tout juste de l'enregistrer, l'entretien exclusif avec Volodymyr Zelensky, c'était il y a quelques minutes à la présidence ukrainienne. D'abord, il faut que vous sachiez que pour y arriver, c'est tout un parcours. Les conditions de sécurité sont tellement drastiques, j'ai jamais vu ça. Très honnêtement, on a été fouillés, il y avait des checkpoints, on a dû laisser nos portables, tous nos portables, nos ordinateurs, tout était archi vérifié à plusieurs reprises, le temps d'arriver dans une salle où est arrivé ensuite Volodymyr Zelensky. Et vous l'entendrez, il parle assez librement, c'est un entretien assez long où il dit la difficulté que c'est de devoir négocier avec Donald Trump parfois en fonction de ses humeurs. Il dit aussi que Vladimir Poutine n'a peur que d'une seule personne, une seule, c'est Donald Trump, et que malheureusement, dit-il, il n'a pas peur des Européens, il ne les craint pas. Il parle des Européens, il remercie les Européens pour leur aide, mais il dit aussi qu'ils sont trop divisés, trop fragmentés. C'est ce qu'il nous dit. Et puis pour la première fois, il va nous donner le chiffre des morts ukrainiens depuis le début de cette guerre, il y a 4 ans. Eh bien donc, merci Léa beaucoup. Léa, en interview et en duplex de Kiev, on va voir donc cette interview du président Zelensky, ce sera à 20h30, dans 28 minutes, restez avec nous. Dorothée, vous avez, je le disais déjà aussi, co-interviewé Volodymyr Zelensky en Ukraine. Ça se passe comment? Ce que disait Léa Salamé là, ces procédures de sécurité, on imagine, drastiques. C'est un homme pressé, c'est un homme qui est très entouré par une garde rapprochée, que vous n'approchez vraiment pas comme ça, pas par hasard. On l'attend, il est souvent en retard. Effectivement, il garde les ordinateurs, les portables. Alors, il n'est pas question de faire son selfie avec Volodymyr Zelensky, même si on en a tous un peu envie, mais pas du tout. C'est un homme, effectivement, qui occupe l'espace, qui est très concentré, qui est charismatique, qui est impressionnant, qui sait exactement ses dossiers. Personne n'est là pour répondre à sa place et ça file. Et moi, j'ai vraiment envie de savoir dans quel état d'esprit il est, justement. Justement, j'allais vous poser la question, Vera. On peut imaginer le président, on l'a déjà vu, le président Zelensky fatigué. On sait qu'il peut aussi avoir des coups de sang, je veux dire, comme tout le monde. Mais il a donné déjà, il y a quelques jours, à Davos, une petite
une petite leçon aux Européens. D'ailleurs, certains Européens l'avaient mal reçu en disant mais on aide beaucoup l'Ukraine. Mais ça traduisait quoi? C'était aussi tout simplement la fatigue d'un homme qui depuis 4 ans préside son pays en état de guerre. Enfin, faut imaginer quand même la condition physique, psychologique d'un président qui porte ça sur ses épaules. Bien sûr. En plus, si on se met à la place des Ukrainiens qui subissent depuis 4 ans des attaques massives, par exemple maintenant, depuis plusieurs semaines, elles sont privées d'électricité, de l'énergie. Pendant les temps très froids à Kiev, la température descendait jusqu'à -30 certaines nuits. Et les immeubles étaient privés complètement d'électricité. Les gens devaient aller se cacher dans les abris, les bébés avec les enfants. C'est vraiment l'horreur. Donc, parfois, effectivement, on voit sur le visage de Zelensky quand même ce fardeau. C'est lourd d'être en chef de pays qui doit résister à une énorme machine russe dans laquelle Poutine investit maximum de l'argent, maximum des effectifs pour effectivement faire plier ce pays. On se rappelle, pour moi, peut-être l'image le plus dure de Zelensky, c'est le moment quand il est arrivé à Boutcha en avril, vous vous rappelez, avril 2022. Boutcha, on rappelle à nos téléspectateurs, ces scènes absolument terribles dans la rue de ces Ukrainiens exécutés, les mains dans le dos, les mains liées, d'une balle dans la tête. Voilà, les retraités, c'était vraiment un désastre. Mais je trouve que Zelensky, depuis, tient le coup plutôt bien. Compte tenu de son parcours, c'était en fait un comédien à la base. Donc, il n'était pas prêt à une grande fonction politique, notamment pendant la guerre. Néanmoins, il a trouvé sa place dans la politique ukrainienne. Il a pu aussi inventer son image et son rôle, qui est aujourd'hui apprécié en Ukraine. Malgré tous les critiques, il y en a. L'Ukraine, c'est une démocratie. Il y a de la critique, il y a le débat public ouvert sur la corruption, sur les problèmes. Néanmoins, ils apprécient Zelensky comme quelqu'un qui arrive à défendre à tout prix les intérêts des Ukrainiens et ne se plie pas devant Poutine et essaie de quand même garder l'Ukraine comme un État indépendant et peut-être un jour un État européen qui va rentrer dans l'Union européenne. Thomas Friand, pour revenir sur ce que disaient Dorothée et Léa Salamé tout à l'heure, sur les conditions de sécurité. Donc on imagine bien, c'est un président, certes, qu'on voit souvent à l'étranger, enfin qui, j'imagine, est la cible des Russes, de l'armée russe, de tous les services qui peuvent graviter autour de l'armée russe. Est-ce que le président Zelensky a été victime de tentatives d'assassinat? Est-ce que les Russes aimeraient l'éliminer dès maintenant? Est-ce qu'on sait quelque chose? On sait beaucoup de choses. La première qu'on sait, c'est la dignité avec laquelle Zelensky a réagi lorsque l'agression russe à pleine échelle a commencé il y a 4 ans. Quand il a répondu à Joe Biden, je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de fusils. Quand la CIA lui proposait de l'exfiltrer, de le retirer d'Ukraine pour protéger la tête politique de cette démocratie qui faisait face à la guerre, il a fait le choix, et il était ciblé par des opérations militaires spéciales, des vrais Russes, évidemment. Il était évidemment, il a fait le choix d'incarner la continuité sur le terrain et aux côtés de ses concitoyens. Et donc ça, c'est le début de cette guerre à grande échelle. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a cessé dans ce registre-là. Rappelons-nous que quotidiennement, Vladimir Poutine et ses porte-paroles réclament un changement de régime à la tête de l'Ukraine. L'argument absurde, c'est l'Ukraine n'est pas une démocratie. La réalité, c'est que l'Ukraine est une démocratie et que la démocratie ukrainienne a des règles et que ces règles prévoient qu'on ne change pas de chef d'État quand le pays ukrainien est en guerre. Il n'y a pas d'élection nationale quand la démocratie ukrainienne fait face à la guerre. Et donc, ne parvenant pas à obtenir diplomatiquement ce changement de régime, il a essayé, Vladimir Poutine, par de très nombreux moyens. Des moyens qui sont dans le champ de la guerre, qui est le moyen du régicide. Le même moyen que Trump a pratiqué avec le Venezuela, décapiter la tête de l'État contre lequel vous êtes en conflit. Et donc, dans cette dignité que Zelensky a incarnée depuis le début, et qui est vraiment une leçon de dignité politique, je crois aussi, à l'attention des chefs d'État et de gouvernement européens, il fait face à cette menace qui lui pèse directement, comme elle pèse sur ses ministres, sur les parlementaires de la Rada, etc., puisque précisément, revenons aux racines de ce conflit, l'objectif politique qui est poursuivi par la Russie, c'est pas seulement un changement de régime, c'est la réintégration, ou plutôt l'effacement de la civilisation ukrainienne, de la nation ukrainienne, pour la réintégrer dans ce qu'ils pensent être la mère patrie russe,
qui n'a en réalité rien à voir au plan culturel, démographique, religieux, avec la réalité de ce qu'est l'Ukraine au XXIe siècle. Guillaume Ancel, vous nous avez rejoint. On parlait à l'instant, justement, Dorothée Lyric nous éclairait sur les coulisses d'une interview de Volodymyr Zelensky que Léa Salamé vient de réaliser. On va voir ça dans une vingtaine de minutes. On parlait des conditions de sécurité, des tentatives d'assassinat qui ont pu avoir lieu sur Volodymyr Zelensky et ses proches. Vous avez quelques informations là-dessus, je crois. En fait, Zelensky a échappé à plusieurs dizaines de tentatives d'exécution. Des dizaines. Des dizaines, en 4 ans. Donc ça a donné du temps aux services russes, et notamment au GRU, dont le patron est actuellement le négociateur. Alors le GRU, c'est... Pardon, c'est le système de renseignement militaire. Voilà, c'est les renseignements militaires ukrainiens. Voilà, Russe. C'est l'équivalent du renseignement militaire GRU, russe. renseignement militaire russe. Et en fait, ce qui a sauvé Zelensky, en réalité, c'est la pertinence du système de renseignement américain, qui a pu le prévenir à chaque fois à temps. Et ce sont les Ukrainiens qui ont attendu les Russes et qui ont décimé les équipes qui ont été envoyées pour ça. Là, vous êtes en train de nous dire, il y a eu régulièrement des forces spéciales russes venues pour assassiner le président Zelensky. Oui. Les Américains ont donné des renseignements, les Ukrainiens les attendaient et ont neutralisé ces attaques-là. Vous vous souvenez, ces premières images, on est au tout début de la guerre, on est fin février 2022, il y a 4 ans maintenant, et on voit Zelensky qui se promène avec son téléphone autour de grands monuments de Kiev. Et on se dit tous, nous, enfin ceux qui connaissent la technique militaire, il va mourir dans quelques minutes, parce que normalement, il a été localisé et il n'a aucune chance d'échapper à un bombardement. En fait, le système de renseignement américain brouille sa localisation. Et donc, les Russes voient apparaître des vingtaines de localisations dans la ville, ils n'arrivent pas à savoir où il est. C'est le système de renseignement américain qui a sauvé Zelensky à un moment où on croyait tous qu'il allait se tirer et dire « moi, je ne peux pas résister à une telle pression ». En fait, c'est aussi ce système de renseignement qui a permis aux Ukrainiens de ne jamais être surpris par une manœuvre russe en 4 années de guerre. Je rappelle qu'il y a plus de 2000 km de frontière entre la Russie et la Biélorussie. Normalement, ils auraient dû être contournés tous les matins. Ils ne l'ont jamais été parce que ce système de renseignement est là. Et c'est bien un des sujets cruciaux dans la discussion entre Trump et Zelensky. C'est que si Zelensky va être obligé de céder sur un certain nombre de points dans les négociations qui sont en cours actuellement, c'est parce que les Américains lui ont déjà montré ce qui se passerait si jamais il fermait le système de renseignement. Et ça, Zelensky a cru à un moment que les Européens seraient capables de prendre le relais. Or, les Européens ne sont pas prêts. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais mis en commun leurs moyens. Et que ce n'est pas quand vous avez 27 systèmes de renseignement que vous faites l'équivalent de celui des États-Unis, qui représente des dizaines de milliards de dollars d'investissement sur des dizaines d'années. Une avance technique sur l'intelligence artificielle qui leur permet de traiter des milliards de données qui captent en permanence, surtout sur nos téléphones portables, sur nos conversations, sur nos habitudes. Ils savent dire la réalité entre le discours de Poutine « je n'attaquerai pas l'Ukraine » et les ordres qu'il a donnés à son entourage. Vous préparez l'attaque de l'Ukraine. Et ça, a priori, seuls les Américains savent le faire. C'est quelque chose qu'on évoquera tout à l'heure, notamment avec Alice Ruffo, la ministre déléguée aux armées. En attendant l'interview de Volodymyr Zelensky dans 18 minutes, il y a 2 points que j'aimerais qu'on aborde. Vous l'avez évoqué, Guillaume. D'abord, ces négociations qui ont lieu en ce moment à Abu Dhabi, négociations entre Russes, Ukrainiens et Américains. On regarde d'abord les explications, le compte-rendu de cette journée de négociation avec Laura Berlioz et vous nous éclairez juste après. Cette image va-t-elle marquer la fin de 4 ans de guerre en Ukraine ? Négociateurs russes, américains et ukrainiens côte à côte aujourd'hui pour ce nouveau cycle de discussion à Abu Dhabi. Le travail a été substantiel et productif, axé sur les mesures concrètes et les solutions pratiques. L'espoir d'une paix durable entre l'Ukraine et la Russie, mais à quelles conditions ? Voici le principal point de blocage, le sort du Donetsk. Moscou souhaite le retrait pur et simple des forces ukrainiennes dans la région, y compris dans les zones qui ne sont pas contrôlées par les Russes. Kiev refuse jusqu'à présent d'abandonner ses territoires. Ce que veut Vladimir Poutine, un contrôle total du Donbass. Notre position est bien connue. Tant que le régime de Kiev n'aura pas pris la décision appropriée, l'opération militaire spéciale se poursuivra. D'autant que sur plusieurs sujets, les Russes n'ont jamais semblé prêts à faire de compromis. Hors de question pour eux que l'Ukraine intègre l'Union européenne et l'OTAN. Pas question non plus de déployer des soldats européens en Ukraine.
Enfin, Moscou exige un nombre limité de soldats dans l'armée de Zelensky. Les négociations aujourd'hui ont-elles permis d'avancer sur ces points? La pression des Américains peut-elle faire bouger les lignes? Les pourparlers continuent demain à Abu Dhabi. Vera Grandseva, question toute simple, un peu abrupte. Est-ce que les Russes veulent tout simplement négocier? Ou est-ce que c'est que du théâtre, tout ça? Il y avait déjà la réponse qui était donnée directement par Vladimir Poutine. Hier, il a annoncé que l'opération militaire spéciale, donc comme on l'appelle la guerre contre l'Ukraine, va poursuivre jusqu'aux objectifs qui seront atteints par l'armée russe et le Kremlin. Donc non, à mon avis, c'est évident. Il y a une stratégie que j'appelle limitation des négociations du côté russe pour maintenir des bonnes relations avec Trump, pour essayer de continuer l'administration américaine dans leur faveur, mais pas plus que ça. Donc, et d'ailleurs, à mon avis, du côté ukrainien, ils sont aussi obligés de jouer, dans quelque sens, dans ce jeu pour quand même maintenir aussi des bonnes relations avec Donald Trump. Mais en soi, ça ne change rien. Ces négociations tiennent depuis un an. Est-ce qu'il y a eu de progrès? Poutine continue à bombarder l'Ukraine, commettre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, ce qu'elle fait aujourd'hui, ces jours-là. On va le voir dans quelques minutes, justement. Voilà. On va parler des civils et donc des la réalité nous donne la réponse et Poutine le répète, comme il le disait il y a... Le porte-parole russe qui dit que tant que les Ukrainiens ne prendront pas les décisions appropriées, alors l'opération continuera. Mais pourquoi ils négocient? Ils négocient quoi? Puisque la position russe est celle-là et elle ne bouge pas. Est-ce que, Thomas et puis Guillaume, aucun des points, parce qu'on en a beaucoup parlé sur ce plateau, tous les points qu'on évoque, que ce soit la force de réassurance, on y reviendra dans cette émission, mais c'est-à-dire des troupes européennes par exemple en Ukraine ou aux frontières, la coalition des volontaires, l'entrée à terme de l'Ukraine dans l'UE, les effectifs de l'armée ukrainienne, est-ce que c'est réellement, à votre avis, en train d'être négocié en ce moment, à l'heure où on parle, à Abu Dhabi, ou, comme dit Vera, c'est que du théâtre. Et Poutine refuse tout en bloc. Il me semble que Poutine a beaucoup de défauts. Il a une qualité, c'est qu'il est assez lisible parce qu'il a dit explicitement ce qu'il attendait de ce qu'il appelle cette opération militaire spéciale, c'est-à-dire, au fond, abattre un régime démocratique à ses frontières et en prendre le contrôle territorial. À partir du moment où on connaît les finalités recherchées, qu'elles soient par des moyens militaires ou par des moyens diplomatiques, il est d'une constance redoutable. Et donc, qu'importe, si j'ose dire, la réalité de ces négociations, puisque elles sont peut-être un moyen pour les Russes comme pour les Ukrainiens d'entretenir les faveurs américaines. Je suis plutôt d'accord avec ce que Vera vient de dire. Mais ici, il faut lire un ou deux coups plus tard dans la stratégie russe. On sait, c'est documenté, que la Russie prépare sa guerre d'Europe. Que les moyens des armées russes en 2025 sont recomposés par rapport à toutes les forces qu'ils ont perdues depuis 4 ans, et que l'appareil industriel et militaire russe est capable de produire une armée russe en 2030 qui est plus puissante qu'elle ne l'est en 2025. En d'autres termes, ce processus de négociation, outre les relations avec Washington qui permet d'entretenir à la fois pour Moscou et pour Kiev, il est aussi un moyen de gagner du temps dans une bataille beaucoup plus longue et que Poutine a commencé bien avant l'agression russe de l'Ukraine, telle qu'on la connaît depuis 2022. Elle a commencé avec l'annexion de la Crimée en 2014 et quand on s'intéresse à l'histoire de la politique extérieure russe, elle a commencé en réalité bien avant. Et c'est pas pour rien que le chef des négociateurs russes à la table à Abu Dhabi, ça n'est pas un diplomate. C'est un militaire qui est le patron du service de renseignement militaire russe. C'est un militaire qui, excusez du peu, a un pédigré assez intéressant. Il faut juste le mentionner pour avoir une idée de la psyché dans laquelle, des acteurs dans lesquels on se trouve. Cet amiral, l'amiral Koustchukov, il est sous sanction des États-Unis d'Amérique et il négocie avec des Américains depuis 2016 pour ingérence dans l'élection américaine présidentielle en 2016. Cet amiral, il est impliqué dans l'affaire Skripal, c'est-à-dire que les assassinats ciblés au Royaume-Uni, des dernières décennies, l'assassinat le plus retentissant, il a du sang sur les mains. La cyberattaque contre le Bundestag en Allemagne, dans la même période, il en est l'un des artisans, si ce n'est le principal artisan. L'annexion de la Crimée, la planification des opérations en Crimée, il en est l'artisan. En d'autres termes... C'est sidérant ce que vous nous déroulez là. Le pédigré du chef négociateur russe envoyé par Poutine à Abu Dhabi, rien que son CV, c'est un signal
à interpréter sur les intentions effectives du Kremlin dans cette négociation. Il ne faut pas surinterpréter. L'histoire n'est pas linéaire, elle est faite de beaucoup de rebondissements. Mais quand on cumule l'incapacité des Européens à soutenir les Ukrainiens, l'épuisement relatif mais bien réel des Ukrainiens, la persistance des armées russes à se surarmer et se surdévelopper quand bien même leur trésor de guerre s'est affaibli, et l'instrumentalisation par tout ça à Washington, Trump étant très content que la menace russe sur l'Europe soit un excellent moyen de braquer ses ex-alliés européens pour pouvoir en tirer le maximum dans l'OTAN, eh bien quand vous mettez tout ça bout à bout, ce processus de négociation, il est bien réel, il y a des gens qui discutent, mais est-ce que ça aboutira à un accord de paix durable? On peut en douter, et quand on s'intéresse de près aux intérêts des grandes parties prenantes de cette négociation, les Russes et les Américains, tout ça sera nécessairement précaire. Guillaume, sur ce constat, cette analyse très inquiétante. Alors, on ne vous apprend rien, vous nous alertez régulièrement sur ce plateau, mais pour rebondir sur ce que disait Thomas, notamment je disais tout à l'heure que le budget militaire russe, qui est en grande évolution, en grande augmentation, était sans doute très sous-évalué, qu'il est sans doute bien plus important que ce qu'on dit, et ça corrobore ce que dit Thomas sur cette marche à très long terme, au-delà de l'Ukraine. Thomas a raison sur les objectifs stratégiques de la Russie. Si Vladimir Poutine lui survit, parce qu'il n'est pas éternel, même s'il le croit. Par contre, à court terme, je vais m'inscrire différemment. J'ai un optimisme terrifiant. En fait, je pense que l'accord est quasiment prêt. L'accord de fin de guerre, qui ne sera pas un accord de paix durable, comme l'a noté Thomas, mais un accord de fin de guerre, il est quasiment prêt. Il ne bute que sur un seul point. En réalité, le deal a été fait à Anchorage, en Alaska, au mois d'août. Quand Donald Trump a reçu en grande pompe Vladimir Poutine, tout le monde s'est moqué, mais ils ont dealé. Ils ont dealé sur 2 concessions essentielles de la Russie. 1, la Russie annonce qu'elle renonce à court terme à prendre l'Ukraine, parce que c'est bien ça qu'elle voulait faire. Elle dit « je me contente du Donbass ». Ça n'a rien à voir, hein. Le Donbass, c'est 10-15% de l'Ukraine. Et la deuxième chose, c'est que la Russie accepte qu'il y ait une force de stabilisation qui soit fournie par les Occidentaux, c'est-à-dire essentiellement par les pays européens, à condition que ce ne soit pas l'OTAN. L'OTAN en tant que figure, mais par exemple ça, la France... Est-ce que la Russie l'a dit explicitement, alors, aussi clairement que ça? On sait aujourd'hui qu'elle l'a dit à Trump. Et c'est ça le principal déblocage de la part des Russes. Et à partir de ce moment-là, les Russes ont dit « et nous, on ne fera pas d'autres concessions ». Et pourquoi Poutine s'acharne sur le Donbass? Parce qu'il faut absolument que lui fasse croire à sa société qu'il a remporté une victoire. On est bien compte que en 4 ans de guerre, probablement autour de 200 000 morts par an du côté russe, 100 000 du côté ukrainien. Il a conquis 12% du territoire. C'est rien par rapport aux moyens, argent et humains surtout qu'il a consacrés à cette guerre, c'est rien. C'est un échec pour la Russie. Mais en même temps, depuis 2023, les Ukrainiens n'ont jamais pu arrêter les Russes, ni les faire reculer, ce qui est absolument hors de portée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une impasse militaire, mais aussi dans une impasse stratégique. Pourquoi? Parce que Zelensky a compris que sans le soutien des Américains, il ne pouvait pas tenir plus longtemps. Et que malheureusement, les Européens ont dit qu'ils allaient prendre le relais, mais ils n'arrivent pas à afficher la même puissance, et puis surtout, le système de renseignement dont on a parlé. Ils n'ont pas d'équivalent. Et donc Zelensky comprend que depuis 6 mois, on lui tord le bras, et qu'en fait, il va être obligé de céder. Est-ce qu'il cédera dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent? Je ne sais pas, mais ça n'est qu'une question de délai. En fait, il ne reste qu'un point. C'est la cession du Donbass. Et la question est clé pour Zelensky, parce que je rappelle que s'il l'accepte, évidemment, il perd la tête. Il perd sa tête. C'est-à-dire que les Ukrainiens refuseront cette concession et en même temps, ils veulent la fin de la guerre. Donc Zelensky, dans cette situation politique absolument paradoxale, où une large majorité d'Ukrainiens veut que la guerre s'arrête parce qu'elle est absolument épouvantable. Et c'est les Ukrainiens qui en supportent le poids essentiel, mais que par ailleurs, ils ne veulent pas faire de concession à leur agresseur, en sachant, comme le rappelait Thomas tout à l'heure, que de toute façon, Poutine ne renoncera jamais au fait de continuer à avancer. Donc les Européens devront prendre le relais pour se défendre, ce qu'ils n'ont pas fait pendant des années. Vous en parliez là à l'instant, Guillaume, justement, le ressenti de cette population ukrainienne qui vit sous le poids de cette guerre. Dans les minutes qui nous restent avant l'interview du président Zelensky, on va justement aller sur place parce qu'il y a eu des bombardements encore ces dernières heures, malgré
les promesses que Vladimir Poutine a fait à Donald Trump il y a quelques jours. En tout cas, regardez le reportage de nos correspondants Marc de Chalvran et Anaïs Anquet sur place, sur ces bombardements et sur le froid, on y reviendra, extrême qui règne en Ukraine en ce moment. Maria Gocharenko, 92 ans, ne se déplace plus. Frigorifié, il fait 6 degrés dans son appartement. Ses mains sont glacées, regarde. Son état empire quand il fait froid. Elle ne se sent pas bien. Il faut que tu gardes ton écharpe pour garder un peu de chaleur, ma petite mamie. Dans la nuit de lundi à mardi, la Russie a mené une attaque aérienne, la plus puissante depuis le début de l'année. Des infrastructures énergétiques ont été touchées. Des centaines de milliers de personnes ont été privées de chauffage à travers tout le pays. Dorothée, vous qui avez été si souvent en Ukraine, que vous inspirent ces images-là? On en parlait, la population ukrainienne, évidemment, qui souffre, il y a les morts, il y a les soldats, mais il y a surtout les civils. Mais ils tiennent. Alors, Guillaume disait, ils veulent la fin de la guerre, mais il y a toujours quand même cet esprit de résistance. Il y a toujours, c'est plus fort que tout. J'ai l'impression que même le froid, les jeunes sortaient danser alors qu'il faisait moins 20, moins 25 sur la mer de Kiev, cet endroit glacé où ils écoutent beaucoup de musique techno. Eh bien, ils sortent et à chaque fois, c'est un message. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile pour les personnes âgées. Et c'est très difficile aussi, ces frappes qui sont extrêmement fortes depuis 2 jours. Dans le Donbass, par exemple, il y a eu un marché à Druzhkivka qui a été touché. Moi, j'étais au mois de décembre dans cette zone. Et il faut savoir que c'est à 3-4 kilomètres du front et que ces gens sortent pendant 2 heures le matin, entre 11h, 13h, parce qu'il y a un petit peu moins de frappes à ce moment-là, pour acheter quelques denrées sur un petit marché où il y a 3 étals et pas grand-chose. Et à ce moment-là, eh bien là, ils ont frappé, il y a eu 7 morts. Donc il y en a dans le Donbass et c'est encore et toujours, surtout en ce moment, les civils qui sont touchés. Juste un dernier extrait avant que je vous fasse réagir de notre reporter Anaïs Anquet sur ce froid et la résistance des populations civiles. Elle a tourné une séquence assez émouvante avec un bébé, un tout petit Ukrainien qui appelle son papa qui est soldat et qui lui aussi doit supporter ce froid. Vous nous décryptez cela juste après. Regardez cette séquence d'Anaïs Anquet. Yulia Dolotova vient ici tous les jours pour nourrir son bébé. Le plus dur, c'est que sans électricité, je ne peux rien cuisiner aux enfants. Dans les mains du petit garçon, un téléphone. À peine 1 an et demi, Bordan sait déjà sur quel bouton appuyer pour appeler son père. Un soldat qui se bat sur le front depuis sa naissance. Il essaye de l'appeler tous les jours, 100 fois par jour. Quand mon mari est occupé et que je raccroche le téléphone, regardez comment il réagit. Je n'en peux plus. Voilà, scène toute simple du quotidien, mais évidemment très, très émouvante. J'ai une question, quand on voit les générations actuelles, mais les toutes jeunes générations ukrainiennes qui feront l'Ukraine de demain, c'est pas demain qui feront, j'allais dire, la paix, en tout cas la paix civile, la paix des mémoires avec la Russie. Poutine qui voulait refaire une URSS avec une grande Russie en incluant les anciens satellites, dont l'Ukraine, ces populations-là, elles sont parties. Hein. Oui, c'est pour ça que quand on évoquait les négociations qui sont en cours, j'ai marqué une forme de pessimisme parce que non seulement la situation sera militairement et diplomatiquement extrêmement précaire, mais également parce que ce que l'on sait du contenu de cet accord de fin de guerre, comme Guillaume l'a dit tout à l'heure, n'est en rien propice à une paix, et encore moins une paix durable. Parce que les 2 corps sociaux russes et ukrainiens, singulièrement ukrainien parce qu'il a été attaqué et agressé, mais ne négligeons pas non plus la meurtrissure dans la société ukrainienne russe que ça va générer, sans relativiser ni rejeter dos à dos les responsabilités respectives. Les 2 corps sociaux sont profondément mutilés dans différentes strates générationnelles. Et il n'y a pas de paix durable possible sans un travail important pour penser ces blessures-là et raccommoder les liens qui sont nécessaires pour que la paix sociale aille avec la paix diplomatique. Et c'est pour ça qu'il faut être très très lucide sur
peut-être que ce conflit va être gelé. Et espérons-le, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, de plus intéressant à aller chercher. Mais quand bien même il serait gelé, quand bien même il serait figé, et j'ai des doutes et des réserves là-dessus, il restera profondément instable, précisément parce que les deux populations, singulièrement les civils ukrainiens, ont été meurtris. Vera, juste un mot, et puis on surveille évidemment le chronomètre. Dès que l'interview avec Volodymyr Zelensky débutera, évidemment, on ira tout de suite à Kiev, et je vous couperai peut-être la parole de manière un peu abrupte. Vera, sur ce qu'on vient de voir, là, les civils, c'est un comparatif qui vaut absolument ce qu'il vaut, mais je revoyais un film il y a quelques jours sur Stalingrad, où les nazis espéraient que Stalingrad tomberait à cause du froid extrême. Ça n'a pas été le cas. Les Russes, à l'époque, au prix de pertes gigantesques, ont résisté. Vladimir Poutine voulait faire aussi la guerre du froid à l'Ukraine, on la voit là, mais l'Ukraine ne tombe pas. Est-ce que cette résistance envers et contre tout, ça surprend les stratèges russes et Poutine lui-même? Est-ce qu'ils pensaient que l'Ukraine laisserait tomber? Et non, l'Ukraine résiste. J'allais dire, y compris dans les civils, mentalement. Oui, c'est une bonne question parce que d'un côté, et bon, après, la politique de Poutine est assez bipolaire. Je vois souvent ce bipolarisme. Parce que d'un côté, effectivement, en Russie, on connaît très bien que leur caractère des Ukrainiens, c'est connu, que les Ukrainiens sont des rebelles. D'ailleurs, ils ont fait 2 révolutions quand même, en 2004, en 2014. Donc, attendre qu'ils allaient accepter si facilement la domination russe, c'était bête. En même temps, Poutine avait un plan. C'était pas, même s'il était mal calculé, il y avait après, tout de suite, ça n'a pas allé selon le plan, mais néanmoins, il avait le plan de surtout passer par l'oligarchie ukrainienne et par les dirigeants ukrainiens pour faire se soumettre ce pays. Parce que c'est comme ça qu'il aussi opérait en Ukraine depuis son indépendance. Ils avaient toujours les agents, les oligarques, des hommes politiques qui ont été achetés par le Kremlin. Donc, ils comptaient sur ce scénario qu'il y aura une élite politique ukrainienne qui va aussi se plier devant eux et qui va minimum diviser le pays en 2 et va le plonger dans la guerre civile qui va permettre bien évidemment à Poutine de reprendre l'Est de l'Ukraine qu'il considère effectivement russe. On connaît comment il raconte et invente finalement l'histoire. En vérité, les Ukrainiens là-bas même ne voulaient pas rattachement à la Russie. Ils voulaient coopération avec la Russie, mais pas rattachement. Mais en tout cas, ça n'a pas été le cas, et la résistance ukrainienne a été plus forte que l'avaient certainement imaginé ou théorisé les stratèges russes. Dans quelques secondes, on va aller à Kiev retrouver justement Léa Salamé. Ça y est, le moment de l'interview approche. Léa Salamé nous disait tout à l'heure que dans son interview, le président Zelensky va notamment parler du bilan humain. Vous nous en parliez tout à l'heure, Guillaume. On va voir ce qu'il va nous dire. C'est le moment. On va retrouver donc Léa Salamé. Cette interview va être codiffusée en même temps que le 20h de France 2, Léa Salamé, avec cette interview exceptionnelle du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et on débriefe ça juste après. Bonjour Volodymyr Zelensky. Merci de nous recevoir ici à la présidence ukrainienne, à la Bankova, comme vous l'appelez ici. C'est là que vous travaillez. Vous travaillez précisément 2 étages juste en dessous. C'est là où se trouvent vos bureaux. Dans quelques jours, ça fera 4 ans que la Russie mène une guerre contre votre pays lancée par Vladimir Poutine. On va parler des négociations, évidemment. Mais d'abord, ce qui nous a le plus marqué en arrivant ici ce mercredi matin, c'est le froid. Il fait moins 20 degrés dehors. Et malgré ce froid glacial, c'est l'hiver le plus rude, le plus glacial depuis le début de la guerre, eh bien les Russes ont tapé les infrastructures énergétiques, privant des centaines de milliers d'Ukrainiens de chauffage. On l'a vu, la population grelotte. Est-ce que la Russie utilise l'arme du froid pour vous faire plier? Bonjour, merci beaucoup d'être là. Bien sûr que la Russie profite du froid. Bien sûr que la Russie veut infliger plus de souffrance aux Ukrainiens pour qu'ils acceptent ce que nos amis américains appellent un compromis. Mais en fait, il s'agit d'un ultimatum de la part de la Russie. Les Russes comprennent parfaitement que plus ils attaquent les populations civiles, plus ils tuent, plus ils enfreignent les règles de la guerre, plus ils éloignent la perspective d'un compromis entre l'Ukraine et la Russie.
Parallèlement, Volodymyr Zelensky, les négociations se poursuivent entre vos émissaires ukrainiens, les Russes et les Américains, en ce moment même à Abu Dhabi. Et pourtant, le Kremlin, ce matin, a fait une déclaration pour dire qu'il poursuivra son offensive en Ukraine tant que vous n'accepterez pas ces conditions. Qu'est-ce que vous répondez à Vladimir Poutine? Ça fait partie des négociations, ce genre de déclaration, c'est du chantage? Bien sûr que c'est du chantage. Mon équipe est actuellement en négociation. Notre priorité est de mettre fin à cette guerre. Et nous sommes reconnaissants aux Américains qui sont eux aussi aujourd'hui à Abu Dhabi. Le point crucial des négociations, vous l'avez dit plusieurs fois, c'est les territoires, et notamment le Donbass. Les Russes veulent que vous vous retiriez de territoires qu'ils n'ont pas encore conquis, comme Donetsk par exemple. Vous avez dit, c'est une ligne rouge, c'est non. Vous le dites encore ce soir, c'est non, on ne bougera pas, on ne sortira pas de Donetsk. La Russie veut que nous quittions tout le Donbass. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils ont commencé cette guerre, ils n'ont remporté aucune victoire. Nous, les Ukrainiens, nous nous rendons parfaitement compte du prix que chaque mètre et chaque kilomètre de cette terre coûte à l'armée russe. Eux, ils ne comptent pas les gens qui meurent. Nous, nous sommes obligés de le faire. Pour conquérir l'est de l'Ukraine, cela leur coûterait 800 000 cadavres de plus, les cadavres de leurs soldats. Il leur faudra 2 ans au minimum, avec une progression très lente. À mon avis, ils ne tiendront pas aussi longtemps. Mais vous êtes prêt à quelle concession, vous? Vous nous dites non pour Donetsk, mais vous êtes prêt à quelle concession? Vous êtes prêt à lâcher des territoires dans le Donbass? Soyons honnêtes. Si on parle d'un conflit gelé, ce que je n'ai jamais voulu, mais si on gèle la ligne de front et qu'on garde nos positions respectives, c'est déjà une concession énorme de notre part. Certains proposent aujourd'hui de travailler un peu comme on choisit un plat au restaurant. Voilà ce qu'on vous propose. Mais c'est totalement faux. Il s'agit de concessions pour les deux camps. Les Russes ont besoin d'une pause. Ils ont les problèmes dont je vous ai parlé. Si on parle d'une zone économique, par exemple, nos militaires vont devoir reculer. Il faut que les Russes le fassent aussi. Si on parle d'une zone démilitarisée, nous devons avoir le contrôle de notre partie. Eux doivent contrôler la leur. Mais entre nous, il faut une force d'interposition internationale, une présence internationale. Donald Trump a dit ce matin à l'attention de Vladimir Poutine, il faut maintenant arrêter la guerre. Bon, manifestement, il ne veut pas arrêter la guerre puisqu'il continue à bombarder. Qu'est-ce qu'il doit dire, Donald Trump, pour faire plier Vladimir Poutine? Poutine n'a peur que de Trump. C'est une réalité. Ce que Trump doit dire à Poutine, ça n'est pas à moi de le dire. Si le président Trump sait que Poutine a peur de lui, alors il ne peut pas accepter toutes les conditions que pose le président russe. C'est Poutine qui a peur de Trump. Ce n'est pas l'inverse. Le président Trump sait qu'il a un moyen de pression par l'économie, par les sanctions, par les armes. Des armes qu'il pourrait nous transférer s'il ne veut pas engager directement l'armée américaine. À travers notre armée, il peut maintenir cette pression sur Poutine. Tout ça est possible. Le président américain veut arrêter cette guerre avec des compromis. Nous avons soutenu ces propositions, mais il ne pourra pas y avoir de compromis sur la question de notre propre souveraineté. C'est notre terre. Vous dites Vladimir Poutine n'a peur que d'une seule personne, de Donald Trump. Ça veut dire qu'il n'a pas du tout peur des Européens? Il n'a pas peur des Européens. Vous savez à quel point nous sommes reconnaissants aux Européens. Ils sont nos partenaires. Ils nous ont aidés énormément. Mais Poutine n'a pas peur d'eux, malheureusement. Pourquoi? 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 Parce que les Européens vivent dans un monde merveilleux, sécurisé, qu'ils ont construit eux-mêmes d'une manière juste.
par leur économie, par leur travail. Les économies sont très solides dans les pays européens et ils vivent depuis très longtemps en paix. L'Europe n'est pas aussi violente. L'Europe est très démocratique. L'Europe veut donner la parole à chaque pays, ce qui est juste. Voilà d'ailleurs pourquoi l'Ukraine choisit le chemin vers l'Europe, puisque l'Ukraine, elle aussi, veut vivre dans un monde démocratique. Mais la démocratie, la pure démocratie, ne peut pas vaincre Poutine aujourd'hui puisqu'il ne respecte pas les règles de la guerre. Mais justement, vous avez eu des mots très durs il y a quelques jours à Davos contre les Européens. Vous avez fustigé leur mollesse, leur division. Vous avez dit qu'ils étaient fragmentés. Vous aviez dit que vous aviez l'impression qu'ils étaient perdus face à Donald Trump. Les mots sont durs. Les mots que vous avez employés sont durs. Et pourtant, l'Europe continue à vous aider. Elle a donné des dizaines de milliards à l'Ukraine depuis 4 ans, depuis le début de la guerre, en aide militaire, en aide civile. Et malgré tout, vous avez l'impression qu'elle reste molle, l'Europe, face à Poutine, qu'elle n'arrive pas à comprendre les enjeux. L'Europe aide l'Ukraine. L'Europe est consciente des défis. Ce sont des gens intelligents. Mais vous savez, c'est comme si les Européens n'arrivaient pas à croire que cela peut arriver dans leur propre pays. C'est un monde totalement différent. En Europe, la vie est cool, c'est agréable. C'est pour ça que je dis qu'on est tous en train de se battre pour défendre ce mode de vie. Mais aujourd'hui, il est très clair que si l'Ukraine n'arrête pas Poutine, il va envahir l'Europe. Les pays voisins de l'Ukraine comprennent qu'ils seront les premières victimes de Poutine, que la Russie avancera. Leurs drones peuvent travailler en profondeur. La portée de leurs missiles est illimitée. Ils frapperont partout. Je ne veux faire peur à personne. Ceux en Europe qui l'ont bien compris aident l'Ukraine de façon très efficace. Mais les pays qui ne se rendent pas compte que cette tragédie est en train de se produire disent que leur priorité reste leurs affaires intérieures. Ils disent « Vous voulez qu'on dépense plus pour les armes ? Non, c'est un défi pour notre société. Vous voulez qu'on soutienne l'Ukraine ? Nos électeurs disent « Ça fait augmenter les impôts. » Il faut aider l'Ukraine quand il fait si froid. Alors que notre population dit « Mais chez nous, l'électricité augmente. » Ils ne veulent tout simplement pas se rendre compte de tous les risques qui existent aujourd'hui. À Davos, vous avez aussi dit qu'avec Donald Trump, le dialogue était parfois difficile. On a envie de s'imaginer comment ça se passe quand vous, Volodymyr Zelensky, vous vous retrouvez face à Donald Trump. Comment ça se passe ? Comment se passe un entretien ? Quelle qualité il faut avoir face à Trump pour le convaincre, pour le faire changer d'avis ? Je ne vais pas vous dévoiler tous les secrets. Sinon, je n'aurai plus aucune... comment dire ? Aucune... Non, pas les cartes en main. Ça, c'est une expression de Donald Trump. Je ne peux pas vous les dévoiler. C'est un dialogue entre deux personnes. Il y a plusieurs facteurs, notamment la situation de nos deux pays. Les Américains, comme les Ukrainiens, ce sont des gens ordinaires. Et je suis sûr que nos peuples ont les mêmes valeurs. C'est différent au niveau politique. À mon avis, les États-Unis ont d'autres priorités sur le plan géopolitique. Mais il faut que les États-Unis comprennent que l'Ukraine, c'est important. Et c'est un point crucial de mes échanges quand je parle au président Trump. Il doit se rendre compte que l'Ukraine est importante pour la sécurité du monde. Emmanuel Macron a déclaré hier que la reprise de dialogue avec Vladimir Poutine était en train de se préparer. Il faut que les Européens parlent à Vladimir Poutine, il faut qu'ils le reçoivent à nouveau. Vous trouvez que c'est la bonne chose à faire ? Nous sommes de bons amis, Emmanuel et moi. Bien sûr, il m'a appelé pour me dire qu'il réfléchissait à une reprise du dialogue avec les Russes.
Il sait ce que j'en pense. Il connaît mon avis. C'est quoi votre avis? L'intérêt de Poutine, c'est d'humilier l'Europe. Il est très important qu'Emmanuel essaye d'aider. C'est important que les dirigeants travaillent pour essayer de ramener la paix entre nos pays. Et ce sera bénéfique pour le monde entier s'il n'y a plus de guerre en Ukraine. Cela profitera à tout le monde. Mais je pense que la pression sur Poutine, elle n'est pas suffisante. Lorsqu'il y a des discussions, il ne cherche qu'à humilier les Européens. Alors, quand on parle de reprendre le dialogue avec Poutine, la question se pose. À quel moment? Non pas quel jour précisément, ça aurait pu être hier si la pression sur la Russie avait été suffisante. Mais ça n'était pas suffisant. Donc mon avis, c'est qu'il faut dialoguer, mais en mettant des conditions. Quel message vous avez envie d'envoyer aux Français qui vous regardent ce soir? Il y a quelques jours, la France a arrêté la flotte, un bateau de la flotte fantôme russe, présumé. Vous avez dit que c'est une bonne chose. Il faut le faire beaucoup plus. Est-ce que les Français doivent faire plus pour les Ukrainiens? C'est une décision qui appartient aux Français. En ce qui nous concerne, nous vous sommes reconnaissants pour l'aide que vous nous apportez. Plus l'aide française sera forte, moins vous avez de chances que cette guerre arrive chez vous. C'est mon message à la France. Nous sommes reconnaissants à ceux qui croient en nous. Merci pour votre aide. Et nous comptons sur un soutien encore plus fort. Et pour ceux qui ne croient pas en nous, eh bien c'est leur choix. Volodymyr Zelensky, qu'est-ce qui vous traverse alors qu'on va arriver là aux 4 ans de cette guerre, le 24 février? Quel sentiment domine chez vous? La lassitude, la colère, la douleur, la fierté, qu'est-ce qui domine comme sentiment? La fierté. D'abord la fierté pour les Ukrainiens. Nous sommes 40 fois moins nombreux que les Russes. Mais regardez à quel point notre peuple est plus grand que la Russie. Nous sommes plus libres et nous comprenons très bien le prix de la vie. Depuis 4 ans, combien d'Ukrainiens sont morts? Est-ce que vous le savez? On parle de dizaines de milliers de morts, on parle de plus de 100 000. Est-ce que vous avez les chiffres? En Ukraine, officiellement sur le champ de bataille, le nombre de militaires tués, qu'ils soient des militaires de carrière ou des gens qui ont été mobilisés, c'est 55 000. Et il y a un grand nombre de personnes que l'Ukraine considère comme des disparus. Cette guerre, Volodymyr Zelensky, cette guerre depuis 4 ans, vous avez peur de la perdre? Bien sûr. Si on perd cette guerre, on perd tout simplement l'indépendance de notre pays. Nous avons réussi jusqu'ici à la préserver. Si on perd notre indépendance, si nous devenons une partie de la Russie, ce serait une perte absolument monstrueuse. Et je suis sûr que ça n'arrivera pas. Dans 1 an, si on revient ici à la présidence, vous interviewez, il y aura la paix en Ukraine? J'espère bien. On va faire tout ce que nous pouvons. C'est notre priorité, la mienne et celle de mon équipe. Pour arriver jusqu'ici, on a dû passer par plusieurs barrages, plusieurs checkpoints. On nous a pris nos téléphones. On a été fouillés à plusieurs reprises jusqu'à arriver au 6e étage. Partout. Est-ce que tous les jours, vous avez peur pour votre vie? À vous.
Quand on parle de peur, vous savez, la Russie a déjà essayé de m'éliminer plusieurs fois. D'une certaine manière, je ne ressens plus la même peur qu'au début de la guerre. Je m'y suis habitué. Ça fait partie de ma vie. Merci. Merci à vous. Merci. La guerre qui fait partie de sa vie. Voilà pour cette interview de Volodymyr Zelensky par Léa Salamé. On retrouvera Léa dans quelques minutes pour qu'elle nous décrypte la suite et les coulisses de cette interview. On va évidemment décortiquer ce qu'a dit le président ukrainien. Juste avant qu'on aille dans la politique et dans la géopolitique, un petit mot sur la forme. Toujours ce président d'une nation en guerre, en simple t-shirt. C'est anecdotique et en même temps, ça l'est pas. C'est devenu vraiment son symbole qui dit beaucoup de choses. Il est comme ça, surtout en Ukraine. Alors, il fait un effort quand il va à la Maison-Blanche maintenant, mais effectivement... Parce qu'il s'était fait tancer par... Exactement. Par il a un costume qui n'est pas tout à fait un costume, mais il change de tenue. Il faut savoir, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais le président Zelensky va régulièrement voir les troupes. Il se rend sur la ligne de front. Il prend des risques aussi. Il se montre, il se filme. Il était il n'y a pas longtemps du côté de Pokrovsk, de Kramatorsk. Il va voir les soldats. D'ailleurs, c'est impossible pour nous, journalistes, de le suivre malgré nos demandes à répétition, parce que bien entendu, c'est extrêmement dangereux comme déplacement. Et moi, ce qui m'a frappé juste, c'est qu'il, pour la première fois, peut-être, il dit qu'il a peur de perdre cette guerre. Et c'est quelque chose que, bien sûr, ça existe chez lui, chez tous les Ukrainiens, mais qu'il n'aime pas verbaliser. Est-ce qu'il y a, en disant cela, Guillaume, est-ce qu'il y a aussi, là encore, une humilité extrêmement... il ne s'affiche pas comme évidemment un Donald Trump ou un Poutine qui construisent une carapace de propagande autour d'eux. Il y a de la propagande en Ukraine aussi, on va en parler, notamment sur le nombre de morts côté ukrainien. Mais ce que disait Dorothée, il assume sa simple vie, sa simple condition d'homme, qui a peur et qui est pris dans une guerre au sommet de l'État, mais dans une guerre quand même. Qui a peur, qui est humble et qui est surtout en guerre depuis 4 ans. L'image est sombre ce soir. Bien sûr qu'on est sans doute dans un endroit très sécurisé, mais on peut l'éclairer bien mieux. On voit quand même un Zelensky qui est épuisé, qui veut résister, qui est un peu résigné. Au bout de 4 années de guerre, on voit sur plusieurs questions de Léa Salamé que, en fait, il sait très bien que ce n'est pas lui qui décidera ou qu'il ne peut pas décider seul. Vous l'avez ressenti comme ça? Oui, quand il parle des Européens notamment. On voit bien que les Européens sont prêts à l'aider, mais que les Européens n'ont pas compris que justement, s'ils veulent la paix, il faut qu'ils aient le courage de se battre, ce qu'ils ne font pas actuellement. En fait, pour l'instant, ils veulent bien soutenir l'Ukraine, mais on voit bien que nos pays ne sont absolument pas prêts à se battre. Et puis par ailleurs, quand il parle de la relation avec Trump, on voit très bien qu'il n'a pas du tout la relation de confiance et de soutien qu'il avait du président Joe Biden. Il est rentré dans une autre ère. C'est en ça que je pense qu'il est un peu résigné, et c'est en cela qu'il commence probablement à préparer les esprits en Ukraine au fait qu'il y aura des concessions à faire pour arriver à sortir de cette guerre, même si, comme Thomas l'a rappelé à plusieurs reprises tout à l'heure, ce sera une fin d'une partie de ce conflit. Mais on ne sera absolument pas sorti de cet affrontement avec l'empire menaçant qui est devenu la Russie de Poutine et que Zelensky rappelle pratiquement à chaque phrase. Il a quand même dit « pas de compromis, c'est notre terre ». Et ça, il l'a dit sur un ton pas résigné, sur un ton ferme. Et Dorothée, pas de compromis sur notre souveraineté. Mais si c'est lui qui décide, avec l'Ukraine, qu'il vaut mieux céder sur une partie du Donbass, je rappelle qu'on parle de 5600 km². C'est l'équivalent en surface du département de l'Ardèche qui m'est cher. C'est beaucoup, et en même temps, vu en particulier par une partie de la population ukrainienne, c'est rien par rapport à ce qu'ils ont déjà dû céder. On parle d'un pays de 600 000 km, donc on voit bien ce dilemme qui est terrible pour Zelensky. C'est est-ce que je cède ces presque 6 000 km² alors qu'on s'est battu pour les défendre pendant 4 ans, ou est-ce que je stoppe cette guerre? Parce que oui, il y a une possibilité que la guerre cesse si ces 6 000 km sont cédés, à condition qu'il y ait des garanties de sécurité derrière. Et c'est ça qu'il négocie aujourd'hui. C'est pour ça qu'il se résigne à accepter un gel sur la ligne de front. Il dit que c'est déjà beaucoup de concessions pour lui. Vera et Thomas, avant qu'on continue à aller dans le détail, mais quand même, vos premières réactions, Vera puis Thomas, sur cette interview, qu'est-ce qui vous a marqué?
Moi, je trouve que plutôt Zelensky tient bien le coup de tout ce qu'il doit vivre depuis ces 4 ans. Au contraire, je peux plutôt trouver qu'il est devenu vraiment un animal politique dans le bon sens, qu'il comprend qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, à quelles questions il ne faut pas répondre directement. Donc, il a bien joué. Parfois, il était ironique. Parfois, il faisait des petites blagues pour aussi montrer le moral des Ukrainiens. Parce que les Ukrainiens, malgré tout, et on sait, on a discuté sur ces plateaux ici, que malgré toute l'horreur qu'ils vivent au quotidien, ils tiennent leur morale. Ils sont assez humoristiques par rapport à certaines choses qu'ils peuvent, sur lesquelles ils peuvent bien évidemment faire des blagues. Donc, moi, j'ai vu plutôt une personne qui, effectivement, dans une situation compliquée. Ça, on ne dit pas le contraire. Ses anciens alliés, les États-Unis, lui ont mis le couteau dans le dos. Il doit maintenant trouver une autre posture par rapport aux États-Unis. Ils y arrivent, malgré leur dépendance, ce qui est vrai, tout à fait vrai, souligné par Guillaume. En même temps, je trouve que les Ukrainiens sont assez forts pour ne pas s'oublier non plus devant les Américains. Si c'était le cas, s'ils étaient si dépendants jusqu'au point d'accepter tout, ils auraient déjà accepté tout ce qu'effectivement Trump a exigé. Rappelons-nous à quel point et combien de fois Trump a essayé de faire la pression très dure sur l'Ukraine en leur menaçant et même en devenant presque du côté du Kremlin. Donc je trouve que Zelensky, personnellement, et son entourage, la classe politique ukrainienne, arrive à se débrouiller dans cette position très très compliquée. Ils gardent le moral et ils continuent ce jeu très compliqué pour effectivement garder la souveraineté de leur pays et même la survie de leur nation en tant que les Ukrainiens. Thomas, vos faits marquants de cette interview, puis on entrera dans le détail aussi. Peut-être commençons par la forme, puisque c'était l'objet de votre première question, qui est très intéressante à analyser pour un ancien communicant diplomatique comme je le suis. Cette interview, elle marque par sa forme parce que l'image est sombre, parce que le tempo est lent, il est très lent. Il marque cette gravité historique qui fait la signature de ce moment et elle intervient alors que sont en train de négocier les Russes, les Américains, les Ukrainiens aux Émirats. La chronologie de cette interview, son rythme intrinsèque, mais aussi le moment auquel il intervient, est extrêmement intéressant. On n'imagine pas le président français donner une interview sur la relation entre la France et les États-Unis, alors que serait à Washington une délégation de très haut niveau pour négocier l'avenir de l'OTAN ou l'avenir commercial des relations transatlantiques. Si une interview de ce calibre-là intervient et n'est pas destinée aux Ukrainiens, mais à la population française, puisque c'est Léa Salamé qui conduit l'interview, alors que sont menées à bien des négociations, c'est que ce moment nous renseigne sur la finalité de cette interview. Et cette finalité, il l'a dit de façon extrêmement nette. Les Européens vivent dans un monde merveilleux. En d'autres termes, le rythme lent, l'image sombre de cette interview sont un message qui nous est adressé une fois de plus, parce qu'il n'a de cesse, Zelensky, de répéter ce message. Chers amis européens, en bons voisins, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il dit, grosso modo, il remercie, il explique Davos, le petit coup de sang, mais grosso modo, Européens, vous êtes dans un monde de bisounours. Réveillez-vous. Vous êtes dans la paix depuis très longtemps, tant mieux pour vous, mais ça ne va pas durer, c'est ce qu'il nous dit, et il le dit avec cette image qui nous envoie un signal très simple. L'Ukraine est ce coin d'Europe, ce seul coin d'Europe qui vit dans le monde réel du XXIe siècle. Un monde sombre, un monde brutal et un monde extrêmement complexe. Et donc l'image telle qu'elle a été façonnée par probablement votre production, mais également la présidence ukrainienne, cette image sombre et lente, elle nous renseigne sur ce que nous, Européens, devons entendre de ce message qui nous est adressé. Réveillez-vous, rallumez la lumière, là, parce que quand vous n'êtes pas capables, les Français, de faire adopter un budget à l'Assemblée nationale, et donc d'exécuter la loi de programmation militaire, et donc de financer vos armées, et donc de produire des drones, et donc de soutenir l'Ukraine, eh bien vous êtes déjà en train de perdre la guerre que Poutine a commencé à préparer pour ce qui vous concerne. Et c'est ça qui est intéressant dans cette interview, c'est qu'évidemment, il y a la posture, l'intimité, le rapport d'un chef de l'État à sa propre population, l'empathie avec ses soldats, l'épuisement de la guerre, tout ça y est, et c'est extrêmement intéressant. Mais le moment dans lequel cette interview intervient, pourquoi est-ce qu'il prend le risque d'avoir un mot de travers alors que l'avenir de son pays est en train d'être négocié ? S'il prend ce risque-là,
à cet instant précis, dans ces formes précises, c'est pour, une fois de plus, nous rappeler que nous avons entre nos mains une partie de la solution qui concerne les Ukrainiens, mais également notre propre avenir, notre propre sécurité. Alors justement, on va continuer le décryptage, mais avant de le continuer, on va vous retrouver justement, Léa Salamé. On venait de voir votre interview. Léa, on vous retrouve quelques moments après cette interview. Qu'en avez-vous retenu? Vous nous avez entendu sur ce plateau, on en parlait. Quelle a été votre perception de cette interview et de ce qu'a dit le président ukrainien? Écoutez Loïc, on a trouvé Volodymyr Zelensky très concentré, il enchaînait les réunions avant nous, il suivait de loin les négociations qui ont lieu à Abu Dhabi entre ses émissaires, les émissaires russes et les émissaires américains. Mais quand il a commencé à parler, quand il a commencé à donner son interview, là son œil s'est allumé et il était très concentré sur les questions. Il avait un message à délivrer, c'est qu'il a besoin que les Européens soient plus unis pour aider l'Ukraine. Ce qu'il nous a dit et qui était marquant, c'est qu'il dit oui, le dialogue avec Trump est parfois difficile, mais la vérité c'est que Vladimir Poutine ne craint qu'une seule personne, il craint Donald Trump et malheureusement, dit-il, c'est lui qui le dit, malheureusement il ne craint pas les Européens, il faut que les Européens soient plus forts, il faut que les Européens soient plus unis, c'est ce que nous dit Volodymyr Zelensky et puis il nous donne pour la première fois le bilan des morts ukrainiens depuis 4 ans, depuis le début de la guerre. Il parle de plus de 55 000 morts, vous l'entendrez dans les extraits que vous passerez certainement dans cette soirée spéciale. Mais ce qui nous a le plus marqué ici, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il nous a accordé l'entretien, c'est parce qu'il voulait qu'on vienne se rendre compte nous-mêmes du froid que vivent les Ukrainiens. C'est le froid le plus rude depuis plus de 10 ans. C'est ce qu'ils nous disent, les Ukrainiens. Il fait moins 20 degrés. Et c'est là que Vladimir Poutine a utilisé l'arme du froid pour faire plier les Ukrainiens, puisqu'il a bombardé il y a 2 jours la pire attaque des infrastructures énergétiques, privant des centaines de milliers d'Ukrainiens de chauffage. Et vous allez voir probablement ce soir un reportage tourné par Anaïs Sanquet qui montre que dans les maisons il fait moins 3 degrés, que les personnes âgées grelottent et que c'est très rude. Vraiment, on le ressent quand on est ici. On a passé la journée ici à Kiev et ce froid, le mauvais chauffage, vous le ressentez en plus de la guerre et en plus des menaces. Voilà. C'était important pour les équipes de France Télévisions d'être là, particulièrement parce qu'on va célébrer est un grand mot, parce qu'arrivent les 4 ans du 24 février 2022 et cette guerre lancée par Vladimir Poutine. Et on était là, et c'est bien que vous fassiez aussi cette soirée spéciale sur France Info. Merci beaucoup Léa. Et effectivement, on décrypte cette interview que vous avez réalisée, Léa. On décrypte cette interview du président ukrainien. Un mot, Guillaume, avant qu'on revienne et qu'on rediffuse certains extraits. Léa parlait à l'instant du bilan. Volodymyr Zelensky lui dit il y a 55 000 morts ukrainiens, mais beaucoup de disparus. Je vous disais tout à l'heure, la propagande, on est en période de guerre, elle joue dans les 2 camps. Elle joue évidemment côté russe, elle joue aussi côté ukrainien. Est-ce que 55 000 morts, ça vous paraît crédible ou bien bas comme affichage? Ces chiffres n'ont aucun sens. Carrément, aucun sens. On le sait pertinemment, le chiffre des pertes dans un conflit comme ça, surtout dans un conflit qui dure, est absolument secret parce qu'il ne faut pas décourager sa propre population. Donc tout ce que déclarent aujourd'hui les Ukrainiens comme les Russes officiellement sur les pertes est totalement absurde. Par contre, je vais faire une analyse strictement militaire. Compte tenu de l'intensité des combats et de ce qu'on a observé, parce qu'il y a une constance malheureusement dans les combats depuis 4 ans, on tourne plutôt autour de 100 000 morts pour les Ukrainiens par an. Et il faut compter, c'est le facteur malheureusement statistique de ces combats, 3 fois plus de blessés. Et du côté russe, on pense, et je suis très raisonnable en disant ça, que c'est au moins le double. C'est-à-dire que quand il y a 100 000 morts ukrainiens, il y a entre 200 et 300 000 morts russes. Ce qui veut dire qu'en réalité, on est plutôt autour de 400 000 morts ukrainiens aujourd'hui, à l'issue de 4 années de guerre, et probablement autour d'1 million, pas loin, de morts russes, et 3 fois plus de blessés. C'est-à-dire qu'on est en millions de victimes de ce conflit. Ce que vous nous dites là, Guillaume, c'est que, selon vous, mais encore une fois, vous avez cette expertise militaire, 400 000 morts ukrainiens, le triple de blessés, donc plus d'1 million de blessés ukrainiens, et plus d'1 million de morts russes, ce qui fait 3 millions de blessés russes. Pourquoi Volodymyr Zelensky dit à Léa Salamé il y a 55 000 morts, beaucoup de disparus, il le dit, mais pourquoi, entre guillemets,
mentir ainsi ou minimiser les chiffres ainsi? Est-ce que c'est inévitable dans Il y a une autre étude américaine qui a été rendue publique il y a quelques jours qui donnait des chiffres un peu différents, qui disait effectivement qu'il y avait 100 000 morts probablement côté ukrainien et 350 000 côté russe, et qu'au total, il y avait 1 800 000 victimes, c'est-à-dire tuées, blessées et disparues, et qu'à l'horizon du printemps 2026, ça pourrait passer à 2 millions de victimes, tout compris. Donc c'est en deçà de ce que dit Guillaume, mais bon, qui Après, détient la vérité, c'est compliqué. On a entendu beaucoup de récits de journées de combat où c'est des chiffres colossaux, des centaines, parfois 1000 morts par jour. On voit qu'effectivement, les compteurs peuvent... Et aujourd'hui, sur le front, quand même, les soldats, on va sur le front. Donc, j'hésite un peu parce qu'on ne voit pas passer des dizaines et des centaines de blessés. On envoie des ambulances, on envoie. Mais quelque part, aujourd'hui, il y a tellement de drones que les soldats s'enterrent littéralement dans les tranchées, qu'ils y restent parfois 40 jours, 100 jours. Donc, forcément, dès qu'ils sortent un peu le nez de la tranchée, ils risquent de mourir. Donc, peut-être qu'en tout cas, le nombre de tués diminue avec la configuration actuelle des combats. Quoi qu'il arrive, 55 000 morts, ça paraît un peu faible. Je vous pose la question. Ça peut être un chiffre officiel, donc effectivement, du ministère de Défense ukrainienne. Donc, ils s'appuient aussi sur certaines données. Après, eux-mêmes, Zelensky a un peu insinué ça, que c'est une sous-estimation, parce qu'il y a aussi des personnes disparues. Mais à mon avis, la logique de Zelensky est effectivement de montrer qu'il n'y a pas de propagande du côté ukrainien. Parce que le mot propagande, on utilise un peu sans mesurer qu'est-ce que ça vraiment veut dire. En Russie, il y a la propagande, parce que l'espace médiatique est contrôlé à 100%. C'est impossible aujourd'hui de parler à la télé russe sur les pertes dans cette guerre ou sur mettre en question cette guerre, par exemple. C'est contrôlé à 100%. Tandis qu'en Ukraine, il y a des forces politiques qui ont des médias qui s'opposent à Zelensky, d'ailleurs, qui n'apprécient pas Zelensky, mais qui comprennent qu'en temps de guerre, il faut aussi être avec sa nation, sa pays, et penser aussi quel effet ça peut avoir, la discussion sur les pertes. Donc, à mon avis, ce que Zelensky voulait montrer, qu'ils sont capables à annoncer certains chiffres, tandis que les Russes n'y parlent pas du tout, en fait. À mon avis, la dernière fois, l'ancien ministre de Défense russe a parlé de quelques 5 000 morts, quelque chose comme ça. C'est le dernier chiffre officiel publié par les Russes. Oui, mais parce qu'ils évitent complètement le sujet. C'est un sujet qui est hors de la discussion. C'est impossible d'imaginer le Lavrov qui vous annonce quelques chiffres sur les morts, ou Poutine. Donc Zelensky voulait montrer que le ministre des Affaires étrangères russe. Donc Zelensky voulait montrer qu'ils ont la volonté politique et aussi le courage politique d'annoncer certains chiffres, même sous-estimés, quand même 50 000, c'est beaucoup, c'est énorme. Le conflit en Tchétchénie a pris 20 000 morts. Donc ici, c'est 4 ans de guerre, 50 000, c'est aussi beaucoup. Mais néanmoins, ils ont eu le courage d'annoncer même ce chiffre qui peut paraître un peu... Et pour donner juste un référentiel, Guillaume, je pars sous votre contrôle, mais je crois que la guerre du Vietnam, côté américain, c'est 75 000 morts. La guerre du Vietnam. Donc là, même 55 000, c'est déjà... En fait, on se rappelle que Zelensky vient de dire à Léa Salamé 55 000 morts officiellement. Donc il reconnaît qu'il y a tous les disparus. Déjà, vous pouvez doubler le chiffre. Par ailleurs, ce qu'on peut dire sans se tromper, parce que Dorothée a raison de dire qu'il y a eu probablement des inflexions dans la courbe des dommages et des bilans, mais c'est le conflit le plus meurtrier que l'Europe ait connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. On va continuer le décryptage. Thomas, je veux faire réécouter à nos téléspectateurs qui nous rejoignent sur France Info pour cette émission spéciale Ukraine. L'un des premiers passages, un des premiers extraits de cette interview de Volodymyr Zelensky par Léa Salamé, quand Léa lui pose la question de qui Vladimir Poutine a-t-il peur selon vous? On écoute la réponse du président Zelensky et Thomas, vous nous donnez votre analyse derrière. Poutine n'a peur que de Trump. C'est une réalité. Ce que Trump doit dire à Poutine, ça n'est pas à moi de le dire. Si le président Trump sait que Poutine a peur de lui, alors il ne peut pas accepter toutes les conditions que pose le président russe. C'est Poutine qui a peur de Trump. Ce n'est pas l'inverse. Le président Trump sait qu'il a un moyen de pression par l'économie, par les sanctions, par les armes. Des armes qu'il pourrait nous transférer s'il ne veut pas engager directement l'armée américaine. À travers notre armée, il peut maintenir cette pression sur Poutine.
Tout ça est possible. Le président américain veut arrêter cette guerre avec des compromis. Nous avons soutenu ses propositions, mais il ne pourra pas y avoir de compromis sur la question de notre propre souveraineté. C'est notre terre. Thomas, et juste après, Léa Salamé demande au président Zelensky Monsieur Poutine n'a pas peur de l'Europe. Et le président Zelensky dit non. Ça, c'est sûr que Poutine n'a pas peur de l'Europe. Que vous inspire cette réponse, notamment vis-à-vis de Trump? Poutine n'a peur que de Trump. Elle est d'une immense lucidité qui dit très justement ce dont sont capables les Ukrainiens et ce dont ne sont pas capables les Européens. Nous, on se raconte à nous-mêmes qu'on est capable de faire peur à Trump et à Poutine. Zelensky, quand il dit que Poutine n'a peur que d'une personne, c'est Trump, il inclut dans l'affaire les Ukrainiens. Donc c'est d'une immense lucidité, c'est extrêmement efficace au plan de la communication diplomatique, parce qu'il flatte l'ego de Trump. Trump veut s'entendre dire par tout le monde, par les Ukrainiens comme par les Européens, qu'il est le seul que craint Vladimir Poutine. Mais c'est aussi d'une redoutable efficacité diplomatique pour la phrase qu'il y a en creux dans cette interview. Il rappelle aux États-Unis ce qui, sous Biden comme sous Trump, est une constante. Vous, les Américains, servez-vous de nous, les Ukrainiens, pour affaiblir les Russes dans la compétition stratégique que vous avez à mener et qui vous met face à face avec la Chine. Il s'empare de cette logique-là, qui est assez étrange quand on la met sur la place publique. Mais rappelons-nous de ce que disent les officiels américains sous Biden lorsqu'ils font la première visite ministérielle américaine en Ukraine en guerre. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin à l'époque, dit publiquement les objectifs des États-Unis d'Amérique dans cette situation, c'est d'instrumentaliser les forces ukrainiennes pour affaiblir les Russes. Et quand il dit ça, Zelensky, il rappelle aux États-Unis quels objectifs stratégiques ils peuvent poursuivre. L'emballer dans la flatterie et en profiter pour donner une leçon de courage aux Européens, je trouve que c'est très habile parce qu'en plus c'est très simple comme message. Mais c'est la réalité. Trump est le seul que craint Poutine et les Ukrainiens peuvent servir leurs propres intérêts en servant les intérêts des Américains. Quelques minutes encore avant qu'on aille voir la situation sur le front et puis qu'on accueille Alice Ruffo, ministre déléguée aux armées. Guillaume et puis Vera et Dorothée, bien évidemment. À un moment, Volodymyr Zelensky dit « La pure démocratie ne peut pas vaincre Poutine ». C'est encore une petite claque aux Européens. Peut-être que c'est une petite claque réaliste aussi. C'est un avertissement, à mon avis, en particulier justement pour les grandes démocraties européennes. On voit bien qu'on est rentré dans une ère où Donald Trump n'est admiratif que de la loi du plus fort. C'est pour lui, c'est la seule chose qui prime aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il admire quelque part Poutine, parce qu'au fond, il a l'impression que c'est son alter ego. Et les Européens découvrent leur faiblesse, alors même que, au moment qu'évoquait Thomas sur les Américains qui disent « mais en fait, les Ukrainiens peuvent affaiblir les Russes », on se souvient de ce qu'a dit Donald Tusk, si je me souviens bien, 450 millions d'Européens qui demandent à 300 millions d'Américains de les protéger contre 150 millions de Russes. Mais on est dans un monde à l'envers. En fait, c'est l'Europe qui devrait faire peur à ces empires menaçants et leur dire maintenant vous arrêtez parce que sinon ça va barder. Et au lieu de ça, pardon, mais on s'enferme dans des débats sans fin sur notre protection sociale ou sur l'éducation nationale qui sont indispensables, mais on a l'impression qu'on ne veut pas voir le feu qui est à la maison et qu'on en est encore à essayer de régler la prise électrique. Donc si les Européens ne prennent pas conscience que pour défendre la paix, que la paix est en réalité un concept de défendre ses intérêts, il ne faut pas avoir peur de se battre. Alors oui, ils sont voués à être au menu, comme l'a rappelé le Premier ministre canadien il n'y a pas longtemps, plutôt qu'à d'être à la table pour discuter. Et aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que dans les négociations en cours, il manque qui à Abu Dhabi? Les Européens. Comme toujours. Dorothée. Moi, je trouve que dire que Poutine a peur de Trump, mais qu'est-ce qu'il en sait, Zelensky? Qu'est-ce qu'il en sait? Moi, je ne suis pas sûre. Moi, je le vois comme la flatterie. Je le ressens comme de la flatterie. Il faut savoir... Poutine n'a pas peur de l'Europe, n'a pas peur.
Non, mais l'Europe. Poutine a peur de Trump. Ah, peur de Trump, oui, voilà. Et il dit ça. Il faut savoir que très vite, Volodymyr Zelensky a remercié Trump. Très vite. Dans l'interview. Et un peu après, il a dit Poutine n'a peur que d'une personne, c'est Trump. Mais moi, je pense que c'est flatter l'ego de Trump. Il a peut-être peur aussi d'être lâché parce que toutes ces négociations ne donnent pas grand-chose, ni celle du 23-24 janvier, celle d'aujourd'hui, tout le monde est content, mais il n'y a aucun pas en avant. Et peut-être qu'il a peur que Trump le lâche. Et ça serait pire. Alors, vous restez avec nous, Dorothée notamment, évidemment, vous restez avec nous, parce que dans quelques minutes, on va accueillir sur ce plateau Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants. Elle va elle aussi nous livrer son opinion sur cette interview. Et puis, on continuera le décryptage juste après. Le temps qu'on accueille la ministre sur ce plateau, je vais faire quand même un petit détour avec Alexandre Hébert, parce que, bonsoir Alexandre, on parle depuis le début de cette émission spéciale de la situation en Ukraine, la situation sur le front, parce qu'évidemment, ça conditionne tout ce qu'on entend, cette interview et les négociations qu'on a en ce moment à Abu Dhabi. Quelle est donc la situation à l'heure où on parle sur le front militaire? Eh bien, le mieux pour comprendre cela, c'est de regarder la carte de l'Ukraine. Vous avez ici en hachuré les territoires qui sont actuellement contrôlés par la Russie. C'est une bonne partie de l'est du pays, mais aussi du sud jusqu'à Kherson, juste ici. Et puis, sur cette autre carte que vous voyez apparaître, vous voyez ici les fameux oblasts de Donetsk et Louhansk qui sont considérés comme annexés par la Russie, mais aussi ce petit territoire juste ici, qui est une partie de l'oblast de Donetsk, qui est encore sous le contrôle de l'armée ukrainienne et qui est en quelque sorte l'obsession du Kremlin depuis plusieurs mois, puisque la Russie revendique également ce territoire. Et puis, ensuite, vous avez ici ce que je vous dessine, c'est-à-dire la ligne de front qui va à peu près jusqu'ici, là où se trouvent encore des combats au moment où on se parle. Ce qu'il faut comprendre tout de même, c'est que cette carte, elle a quand même beaucoup évolué. Voici à quoi elle ressemblait il y a un an. Et donc, si je bascule entre les deux cartes, vous voyez bien l'avancée de l'armée russe et l'intensification de cette ligne de front. Une avancée qui s'est d'ailleurs accélérée ces derniers mois. Regardez, en janvier 2026, donc il y a un mois tout pile, eh bien, l'armée russe a conquis 481 km². C'est presque 2 fois plus qu'au mois de décembre. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces précisions. On vous retrouvera tout à l'heure, notamment en ce qui concerne l'aide française, l'aide européenne, aussi bien financière que militaire à l'Ukraine. Bonsoir Madame la Ministre, on vous accueille Alice Ruffo, vous êtes ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants. Merci d'être avec nous. Vous avez écouté, je crois, en loge l'interview par Léa Salamé du président ukrainien. Pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, on va réécouter un petit extrait et vous nous donnerez d'abord votre premier avis là-dessus. Et puis évidemment, Dorothée Oliry, grand reporter pour France Télévisions, qui se rend de très nombreuses fois en Ukraine et qui a un visage bien connu de nos téléspectateurs, sera aussi là avec moi pour vous poser des questions. On regarde notamment ce qu'a dit Volodymyr Zelensky sur la manière dont l'Europe toujours ne réalise peut-être pas encore la menace russe. On l'écoute et on réagit après. Vous savez, c'est comme si les Européens n'arrivaient pas à croire que cela peut arriver dans leur propre pays. Mais aujourd'hui, il est très clair que si l'Ukraine n'arrête pas Poutine, il va envahir l'Europe. Les pays voisins de l'Ukraine comprennent qu'ils seront les premières victimes de Poutine, que la Russie avancera. Leurs drones peuvent travailler en profondeur. La portée de leurs missiles est illimitée. Ils frapperont partout. Je ne veux faire peur à personne. Ceux en Europe qui l'ont bien compris aident l'Ukraine de façon très efficace. Mais les pays qui ne se rendent pas compte que cette tragédie est en train de se produire disent que leur priorité reste leurs affaires intérieures. Ils ne veulent tout simplement pas se rendre compte de tous les risques qui existent aujourd'hui. Madame la Ministre, vous venez d'entendre ce passage, on va continuer le décryptage après, et notamment sur ce que ça implique pour nous, Européens, pour nous, Français. Mais à votre place, il y a quelques minutes, il y avait Thomas Friand, notre analyste, qui disait, voilà, l'Europe est toujours un peu, c'est ce que veut dire Volodymyr Zelensky, est toujours un peu dans un monde de bisounours. Il est temps qu'elle se réveille. L'Europe se réveille, mais est-ce qu'elle se réveille assez vite ?
Elle se réveille de manière très lucide et rapide à l'échelle de l'histoire. Mais effectivement, moi, je peux comprendre qu'il faille accélérer sur le soutien à l'Ukraine, accélérer sur notre propre réarmement. C'est d'ailleurs ce qu'on plaide et c'est le sens d'ailleurs de notre action au ministère des Armées, y compris sur le plan budgétaire, pour aller plus vite sur les moyens de notre réarmement. Et je pense que ce que dit le président Zelensky est juste parce qu'il fait au fond le lien entre ce qui se passe en Ukraine et que parfois, c'est affreux à dire, mais on peut avoir l'habitude de voir comme quelque chose de lointain dans nos opinions et puis voilà, où effectivement on est en temps de paix. Et en même temps, le projet réel qui anime, je pense, le Kremlin et qui est beaucoup plus large en fait que l'Ukraine. Est-ce que ça, juste avant que Dorothée vous pose une autre question, est-ce que ça, nos concitoyens l'entendent bien? On a vu les polémiques qu'il y a eu ces derniers mois quand le général Mandon, chef d'état-major des armées, dit qu'il faut que la France se prépare à perdre ses enfants. Il parlait évidemment des enfants de la nation. Il y a eu des crispations. Est-ce que les Européens, et notamment nous, les Français qui nous écoutent, ont suffisamment conscience de la menace? Encore une fois, à cette table, on disait l'Ukraine n'est qu'un point d'étape pour le président Poutine. Derrière, l'armée russe se réarme, a sans doute des budgets qui sont bien supérieurs à ce qu'on dit. Et il y a un après-Ukraine. Et le président Zelensky a parlé du risque pour nous, pour les Européens. Oui, je crois qu'il faut... ce qui est très important, c'est ni de faire peur, ni de favoriser le déni. Il faut juste dire la vérité. Nous, la France, on n'est pas dans la situation de l'Ukraine. On est un pays d'Europe de l'Ouest, on est un pays qui est doté de l'arme nucléaire, on n'est pas dans la même situation. Premier élément. Deuxième élément, il faut aussi dire la vérité sur le fait que ce que veut la Russie, c'est soumettre l'Ukraine. Le président de Zelensky le dit très bien. Mais c'est aussi affaiblir l'Europe. Et c'est rétablir, au fond, sa sphère d'influence. Vous savez que Vladimir Poutine avait déclaré il y a des années et des années de cela que la fin de la guerre froide était, au fond, la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Ben, c'est ça. C'est rétablir sa sphère d'influence en Europe, en affaiblissant l'Alliance Atlantique, en affaiblissant l'Europe, en nous divisant, et en faisant en sorte d'établir un rapport de force entre l'Europe et la Russie qui soit complètement favorable à la Russie. Cet objectif-là, il est clair. Maintenant, nous, notre objectif, c'est pas d'aller faire la guerre, c'est de nous préparer, d'être lucides sur le constat et de nous préparer à être suffisamment forts pour poser un dilemme stratégique à la Russie et établir un rapport de force, un équilibre de force valable, ce qu'on peut tout à fait faire. Alors que faire avec la coalition des volontaires? C'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Ça fait 1 an. Quel est le bilan? Et qu'est-ce qu'elle peut faire davantage? Je pense que la coalition des volontaires, d'abord, merci de faire référence au travail qui a été lancé il y a 1 an. Personne n'y croyait au départ. On nous disait, vous allez être isolés, les Européens sont divisés. On revient tout le temps là-dessus. Alors, juste, on rappelle pour nos téléspectateurs, la coalition des volontaires, c'est réunir plusieurs pays européens. 30 pays. Voilà, 30 pays, pour qu'ils apportent une aide. Des garanties de sécurité. Des garanties de sécurité. C'est-à-dire, garantie de sécurité, c'est dire, en tout cas à terme, c'est une fois que la paix sera faite en Ukraine, il y aura des troupes européennes, ça peut impliquer des soldats français, qui seront en Ukraine. Il y aura des forces de réassurance. Ou aux frontières. Il y aura les garanties. Il faut bien expliquer ce que c'est une garantie de sécurité. Une garantie de sécurité, c'est effectivement une fois qu'il y a un accord de paix ou un cessez-le-feu. Et on a bien expliqué qu'il y avait plusieurs étages à ces garanties de sécurité, un monitoring sur la ligne de front de cessez-le-feu. Surveillance. Ensuite, une surveillance du cessez-le-feu ou de l'accord de paix. Il y a l'armée ukrainienne qu'on doit soutenir, qu'on doit renforcer, qui est la première garantie de sécurité pour l'Ukraine et pour l'Europe. Et puis ensuite, il y a les éléments de réassurance qu'on peut apporter dans les airs, sur terre et en mer à l'Ukraine comme une force de réassurance en temps de paix, puisque ça serait après un cessez-le-feu. En clair, des soldats français sur le sol ukrainien, ce que ne veut pas Poutine, je vous demande il l'a toujours vraiment dit. Je pense qu'il faut vraiment être précis, parce que vraiment, quand on a lancé cette coalition des volontaires, la propagande du Kremlin s'est déchaînée en expliquant pourquoi, pour faire peur, pour faire peur aux opinions occidentales, pour dire s'il y a des troupes au sol, elles seront testées, etc. Oui, il a dit que ce seraient des cibles légitimes. Oui, mais moi, je ne suis pas là pour faire la propagande du Kremlin. Je suis là pour dire ce qu'est la vérité de la position de la France. La position de la France, c'est de dire qu'une force de réassurance sera nécessaire dans le cadre de garanties de sécurité plus larges. Je rappelle que les Américains aussi se sont engagés à apporter des garanties de sécurité parce que, encore une fois, le projet russe, le projet de la Russie, c'est pas juste l'Ukraine, c'est d'affaiblir l'Europe, et donc il faudra que, après un cessez-le-feu à horizon de 3-6 ans, on établisse un rapport de force. Évidemment que l'Ukraine, la manière dont se règle le conflit en Ukraine,
la robustesse de le règlement de ce conflit concerne notre sécurité future. C'est pour ça d'ailleurs, et j'imagine que c'est pour ça que vous m'interrogez sur la coalition des volontaires, qu'elle nous a permis de peser cette coalition. Parce que c'est pas que de l'Ukraine qu'on parle, c'est de la sécurité européenne. Donc on a le devoir d'y participer. Parce que sur cette coalition des volontaires, en tout cas, et cette réassurance, Donald Trump dit qu'il n'y aura pas de boots on the ground, c'est-à-dire de soldats américains au sol. Là, il y aurait des soldats français. Imaginons, je ne sais pas, une batterie antimissile opérée par des soldats français sur le sol ukrainien. Si les Russes, même en temps de paix, se décident de réattaquer, envoient un drone, un missile, tuer ces soldats français sur le sol ukrainien ou en Pologne, La France riposte. Enfin, pardon, tout ça, c'est des discussions tout à fait légitimes qu'il faut avoir au sein des états-majors, en lien avec les Américains d'ailleurs, qui ont dit apporter leur soutien à la coalition, en lien évidemment avec les Ukrainiens, dont il faut construire une armée très robuste, qu'on est en train de faire, etc. Je veux dire, si on commence à vouloir tous collectivement se faire peur, on ne va pas y arriver. Et moi, je vous le dis très sincèrement, je pense que la principale des priorités dans la période actuelle, c'est c'est pas qu'on se dise on va être en guerre demain, c'est qu'on se dise qu'il faut peser, parce que pour le coup, la manière dont le conflit en Ukraine va être réglé, c'est-à-dire s'il est réglé bien, c'est-à-dire de manière robuste, de manière valable pour la sécurité de l'Europe, alors nous serons forts et nous serons dissuasifs et nous pourrons justement éviter des conflits à venir ou de la conflictualité future. S'il est mal réglé, c'est un problème. D'où le fait qu'il est impératif maintenant que les Européens, et d'ailleurs nécessaire, il n'y aura pas de règlement valable sur les intérêts de l'Europe sans l'Europe, soit vraiment bien inscrit dans cette négociation, ce qui est aussi le rôle de la coalition. Ça, cette force de réassurance, là, il y a des négociations, les Européens n'y sont pas, il y a des négociations à Abu Dhabi, mais cette force de réassurance, ça, c'est non négociable pour l'Europe, pour Paris. C'est-à-dire que c'est dans un règlement sur la question ukrainienne, la France, l'Europe mettront ça comme une ligne rouge. Il y aura une force de réassurance. Vous n'accepterez pas de la part des Russes il y aura des garanties garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine. S'il n'y a pas de garantie de sécurité robuste pour l'Ukraine, il y aura une régénération, vous l'avez cité, très forte de l'armée russe, et il y aura une prochaine étape de la conflictualité qui pourra aller encore plus loin que celle d'aujourd'hui. C'est aussi ce que dit le président Zelensky. Donc il faut... Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est Donald Trump. Il faut une paix par la force, il faut une paix robuste. Les garanties de sécurité sont évidemment l'élément de cette paix robuste. Alors, paix par la force, dans les minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on parle de cela. Qu'est-ce que la France, qu'est-ce que l'Europe peut faire? Elle se réarme lentement, mais elle se réarme. On a parlé tout à l'heure, Dorothée, notamment du renseignement. Vous êtes ministre délégué aux armées. Est-ce qu'en matière de renseignement, on sait que là, la France, l'Europe pallie beaucoup, de plus en plus, quasiment totalement, l'effort américain, mais il nous reste le renseignement, et là-dessus, est-ce qu'on peut se passer des Américains? Est-ce qu'on est prêt à assurer le renseignement pour les Ukrainiens? On fournit énormément du renseignement aujourd'hui, singulièrement la France, et avec d'autres. Mais bon, vous imaginez, je ne vais pas donner trop de détails, mais le fait est qu'on a beaucoup accéléré sur ce segment-là. Jusqu'au plus stratégique, parce qu'on peut fournir 80% du renseignement, mais les 20% ou les 5% décisifs, une attaque est en cours là, on sait le faire. On doit réduire les dépendances aux États-Unis comme Européens, et c'est important évidemment pour ne pas dépendre d'eux quand on veut soutenir un pays comme l'Ukraine. Mais aujourd'hui, je veux juste le dire, la totalité du soutien qui est apporté à l'Ukraine est payé par les Européens, est financé par les Européens. Il est apporté par des matériels européens, y compris des matériels français, et il est apporté par du financement européen. Donc on arrive à le faire. Alors justement, je me permets, vous avez raison là-dessus, je me permets justement de vous couper parce qu'on a toujours Alexandre Hébert qui est au visio avec nous au Hub. Et Alexandre, c'est exactement ce que vous allez nous montrer, ce que vient de dire Madame la Ministre. Montrez-nous comment l'Europe, la France, aujourd'hui, petit à petit, compense quasiment totalement l'aide américaine. Eh bien, regardez, Loïc, c'est très clair. On voit cette aide américaine qui diminue. On a ici... Si ça veut bien marcher, voilà. On a donc ici sur les barres en bleu l'aide financière directe apportée par les États-Unis, et puis sur les barres en orange, c'est l'aide financière directe apportée par l'Union européenne. Ce qu'on constate, c'est un effondrement de cette aide américaine en janvier 2025, au moment de l'investiture de Donald Trump, et puis on voit ensuite cet arrêt total de l'aide financière directe américaine, tandis que dans le même temps, l'aide européenne, elle, se met à bondir pour atteindre un pic
pic à 20 milliards d'euros entre avril et juin 2025. C'est d'ailleurs l'Europe qui a le plus donné financièrement à l'Ukraine depuis le début de la guerre. 188,6 milliards d'euros donnés par l'Europe contre 114,63 milliards d'euros donnés par les États-Unis. Et puis si on regarde du côté de l'aide militaire, on voit une situation qui est tout de même assez similaire. Cette fois-ci, les États-Unis sont ici en orange et on voit bien, qu'en 2025, cette aide disparaît totalement, tandis que l'aide européenne, elle, bondit complètement. Mais selon l'Institut allemand qui est à l'origine de ces chiffres, cette hausse de l'aide européenne est insuffisante pour compenser cet arrêt de l'aide directe américaine. Merci Alexandre pour ces explications en chiffres. Dorothée. Loge à l'Élysée lors des appels du président Macron à Vladimir Poutine juste avant l'invasion en 2022. Vous connaissez très bien la psychologie du Kremlin. Vous avez cru alors qu'on pouvait lui faire entendre raison ? Et aujourd'hui, est-ce que vous y croyez encore avec ces négociations qui se déroulent aux Émirats arabes unis ? Vous savez, quand vous faites de la diplomatie, vous croyez à la discussion diplomatique, sinon il faut faire autre chose. Je pense qu'il faut... Les Américains parlent russe. Aujourd'hui, vous avez entendu que le président de la République disait qu'il fallait nous aussi qu'on se prépare à reprendre des discussions. Mais encore une fois, et c'était le cas à l'époque et ça reste le cas aujourd'hui, discuter, c'est faire valoir ses intérêts. Et pourquoi il faut discuter ? En fait, c'est pour faire valoir les intérêts de l'Europe. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas que la question... L'Ukraine est très importante pour la sécurité de l'Europe. Et donc, il y a nos propres intérêts qui sont en jeu. Et donc, c'est bien légitime, quand on défend ses propres intérêts, d'être l'acteur, le sujet de la discussion sur ça. Et donc, moi, j'ai effectivement assisté à ces appels dont vous faites mention. Et j'ai toujours vu le président de la République, d'abord, être clair sur les principes du respect de la souveraineté de l'Ukraine et tenter, en tout cas, de trouver une voie négociée. Mais la Russie a fait un choix de guerre brutal et clair. Mais je pense que les discussions, dans tous les cas, doivent à la fois conduire à des compromis quand c'est une négociation, mais évidemment, chacun y défend ses intérêts et il est bien légitime qu'on défende les intérêts européens. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre Macron-Poutine et est-ce que ça serait peut-être un séisme diplomatique ? On verra. Je crois là, pour l'instant, il y a des étapes préparatoires, des échanges, mais comme il y a très souvent, il n'y a pas de surprise là-dedans. Léa Salamé posait la question à Volodymyr Zelensky. Il était informé, d'ailleurs. Il est informé, bien sûr. Reprend langue avec mais ça se fait toujours de manière coordonnée. Zelensky disait, il sait ce que j'en pense. Oui, mais ça se fait de manière coordonnée avec les Européens, de manière coordonnée avec les Ukrainiens. Encore une fois, on verra. Mais ce qui compte quand même, c'est que dans cette négociation qui se passe avec les Ukrainiens, les Russes et les Américains, l'Europe fasse entendre sa voix. Et ça, je pense que c'est normal que la France pousse énormément dans cette direction. Alors justement, sur l'Europe, dans les minutes qui nous restent, parce que ça c'est important, l'Europe, on en parle souvent sur ce plateau, l'Europe militairement, c'est la deuxième forteresse militaire au monde. Je vois 1,5 million de soldats, le deuxième budget militaire au monde, même bien devant la Chine et bien devant la Russie. J'inclus nos voisins britanniques qui sont de très bons partenaires militaires, vous le savez fort bien, et qui sont dans la coalition. Mais c'est toujours long, c'est difficile de se coordonner à 27 ou 28 pays. Est-ce qu'on y arrivera ? Oui, sous quelle échéance ? On va y arriver. Ce qui se passe en ce moment, c'est que pendant des décennies et des décennies, la France a une position un peu singulière d'indépendance. Un pays qui a une ligne indépendante. La plupart de nos partenaires européens ont conçu, au fond, leur sécurité dans le cadre de l'Alliance Atlantique, où, au fond, c'était les Américains qui donnaient le cadre de la défense du continent européen. Il faut qu'on s'autonomise aussi sur notre manière de penser notre propre sécurité. Et le reste découlera. Mais encore une fois, l'Europe fait des progrès absolument considérables. Il y a peu de temps, vous savez, on n'aurait pas imaginé que tous les pays européens réarmeraient de la sorte, créeraient une coalition des volontaires ensemble, estiment que la menace russe justifie un rééquilibrage du rapport de force. On a fait des progrès colossaux et j'ai confiance qu'on peut les faire. Mais vous avez raison, là, il faut énormément accélérer. Et là-dessus, le président Zelensky a raison. Et il y a toujours quelques ratés, Dorothée. Oui, l'Espagnol Indra appelle la France et l'Allemagne à surmonter leurs désaccords pour sauver le projet européen de chasseurs du futur, le fameux SCAF. Oui, vous savez que l'Espagne est partie aux discussions du SCAF. On travaille à avoir, en tout cas... Ça a l'air compliqué avec les Allemands. C'est évidemment compliqué. J'ai pas dit que c'était simple. Je pense qu'on ne peut pas réduire la totalité de la question du renforcement de la défense de l'Europe à un programme d'armement en particulier, mais qu'on est
besoin d'avoir des équipements interopérables, modernes, compétitifs à l'échelle internationale. Vous citiez les budgets de nos compétiteurs, mais c'est une nécessité absolue. Et je pense que les Européens vont le faire. J'en suis même convaincue. On va y arriver. Mais simplement, cette guerre nous percute. Elle a percuté nos partenaires, peut-être un peu moins la France, qui a une conception de l'indépendance très forte, très ancrée, mais cette guerre et le changement de posture américain ont été très impactantes sur l'Europe. L'Europe surmonte en général les chocs en faisant des progrès et des pas très importants, et c'est ce qui se passe et c'est ce qui va se passer. Allez, sur ce message d'optimisme, Dorothée, désolé, on doit quand même rendre l'antenne juste pour informer nos téléspectateurs sur le reste de l'actualité.